Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo sur la vie de Gamal Abdel Nasser et son impact positif dans son pays, en Afrique et dans le monde, je vais vous citer certaines de ses phrases qui m'ont marqué et qui reflètent bien qui il était, afin que vous voyez quel était son point de vue sur le monde. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube ainsi qu'à notre page Instagram, le lien est dans ma bio, afin de suivre nos nouveaux contenus et nous soutenir. N'hésitez pas également à laisser un commentaire afin de nous donner votre point de vue et nous dire si nous avons oublié des choses importantes à vos yeux. Merci à vous. Commençons donc par des citations de Gamal Abdel Nasser. Ce qui a été pris par la force ne peut être rétabli que par la force. Nous sommes un peuple sentimental. Nous préférons quelques mots aimables à des millions de dollars donnés de façon humiliante. Le pouvoir n'est pas seulement crier fort. Le pouvoir est d'agir positivement avec tous les composants de la puissance. Je n'agis pas, je réagis. Notre chemin vers la Palestine ne sera pas recouvert d'un tapis rouge ou de sable jaune. Notre chemin vers la Palestine sera couvert de sang. Pour que nous puissions libérer la Palestine, la nation arabe doit s'unir. Les armées arabes doivent s'unir et un plan d'action unifié doit être rétabli. Fin de citation. Passons maintenant à la vie de Gamal Abdel Nasser. Nous sommes le 15 janvier 1918, quand dans une petite maison en banlieue d'Alexandrie, naît Gamal Abdel Nasser. Son père, Abdel Nasser Hussein, était chef du bureau de poste et Fahima Mohamed Hamed, sa mère était la fille d'un commerçant alexandrin. Elle mourra en 1926, alors que Nasser aura seulement 8 ans, lors de l'accouchement de son 4e enfant. Depuis tout petit, Gamal est extrêmement curieux. Voici une petite anecdote sur ce trait de caractère qu'il possédait alors qu'il n'avait pas encore l'âge d'aller à l'école. Un jour, le père de Nasser le trouva dehors en train de creuser. Il lui demanda alors « Que fais-tu là, Gamal ?» Il lui répondit sans même réfléchir « Je veux savoir ce qu'il y a dans cette terre. » Deuxième anecdote. Toujours à la même époque, autour de 1923, alors qu'il n'avait que 5 ans, Nasser dira alors à son père « Dites-moi, pour quelle raison, mon père, nous mangerons de la viande alors que les bergers, qui ont des moutons, n'en mangent jamais ?» Pour ces raisons, entre autres, le papa de Gamal Abdel Nasser a toujours été stupéfait par l'intelligence et la vivacité d'esprit de son fils aîné. À partir de 17 ans, il commencera à se découvrir une foi patriotique intense. Il rencontrera des hommes politiques, mais sera sans cesse déçu par ces rencontres sans intérêt selon lui, et par ces politiciens ne prenant pas position, sans caractère, ni prise d'initiative. Il lisait énormément, mais ne faisait pas que lire, il écrivait aussi. Il écrira ainsi en 1935 dans une lettre écrite à un ami « On dit que l'Égyptien est lâche, qu'il craint le moindre bruit. Il faut un leader que je conduise à la lutte pour son pays. Et cet Égyptien deviendra ainsi un tonnerre qui fera trembler les édifices de la persécution. » Il manifestera le 14 novembre 1935 contre les forces coloniales du Royaume-Uni, présentes en Égypte, et sera blessé par une balle tirée par l'armée anglaise, qui lui frôlera le crâne et manquera de le tuer. Il sera juste blessé. Suite à des études de droit, il entrera à l'académie militaire en tant qu'élève officier. Il deviendra sous-lieutenant après avoir réussi son examen de fin d'études. En décembre 1938, il crée un petit groupe afin de parler et d'organiser à moyen terme la révolution en Égypte pour l'indépendance. Les actions de ce groupe clandestin pour la libération du peuple égyptien commenceront en 1944 et en 1946. Commenceront donc des manifestations sévèrement punies par l'armée anglaise qui répondra par la répression et qui n'hésitait pas à tirer à la mitrailleuse sur les foules. Au Caire, le 21 février 1946, une manifestation tourna d'ailleurs mal et on dénombrera 15 morts et une centaine de blessés par les balles de soldats anglais, ce qui n'aura d'autre impact que de remonter encore plus la population contre les forces coloniales. C'est bien connu, la répression de toute façon attire la révolution et ne fait que profiter aux révolutionnaires. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote à New York la résolution 181, la fameuse résolution 181 pour le partage de la Palestine avec Israël. Résolution qui n'a d'ailleurs jamais été respectée par Israël, qui ne se contente pas de prendre la moitié d'une terre qui ne lui appartient pas, mais qui petit à petit saisit toute parcelle de terre afin d'étendre son territoire sans être inquiété par une ONU qui décidément n'agit que contre les faibles, mais jamais contre les soi-disant pays forts. Petit aparté, Israël n'est pas un pays fort. C'est un pays fort seulement grâce au soutien de l'Occident et des USA.
Et ça, c'est important de le rappeler. Le lendemain de cette décision de l'ONU, la colère des Arabes se fit ressentir dans le monde entier. D'autant plus que tous les Palestiniens refusant d'abandonner sa maison à Israël sera assassiné sauvagement, sans distinction entre hommes, femmes et enfants. Gamal Abdel Nasser souhaita sans hésiter participer à la résistance pour la Palestine, mais le gouvernement égyptien de l'époque refusera de l'envoyer là-bas. La déception sera immense pour Nasser, mais sera de courte durée car le 15 mai 1948, lendemain de la décision de l'ONU, les pays arabes déclareront la guerre contre Israël. Il sera enfin envoyé en Palestine pour défendre ce pays et cette population opprimée. Le 12 juillet 1948, il sera blessé par balle à la poitrine, mais le destin a voulu autrement une nouvelle fois, il ne mourra pas. Il avait sans doute trop de choses importantes à accomplir dans le monde et dans le futur. Guéri, il reprendra la guerre qui sera perdue grâce à l'aide de l'Occident qui aura lourdement, comme je vous l'ai dit précédemment, armé Israël contrairement aux Arabes, encore pour la plupart colonisés et donc faibles et sans armée majoritaire. Nasser et son régiment résistèrent cependant et réussiront à conserver Gaza. Une petite anecdote sur le caractère de Nasser pendant la guerre. Vous allez voir que son comportement et son caractère, déjà à cette époque, étaient incroyables. En fait, c'est quelqu'un qui lâche rien en fait. À un moment donné, donc je reviens à l'anecdote bien sûr, à un moment donné, ils étaient à Fallujah, que Israël voulait conquérir, et ils étaient en sous-effectif par rapport à Israël, mais c'était vraiment un sous-effectif total. Au lieu de battre en retraite, il trouvera des renforts, devinez chez qui? Chez ses cuisiniers et autres. Ils réussiront ainsi à maintenir la position contre l'envahisseur. Il sera d'ailleurs à son retour en Égypte décoré le 8 mai 1951 de la prestigieuse étoile militaire pour sa conduite en Palestine. À son retour en Égypte, Gamal, avec l'aide d'autres militants et de fortes têtes de la révolution, organisera en octobre 1951 une guérilla contre l'occupation, qui commençait à affaiblir. C'est ainsi que le 14 novembre 1951, une énorme manifestation populaire aura lieu au Caire, avec 1 million de manifestants, qui défileront dans la rue. Il y eut également un fait marquant, puisque plusieurs manifestants célébraient la fraternité entre chrétiens et musulmans, qu'on nous cache bien souvent. Dans l'histoire, de toute façon, les musulmans et les chrétiens ont toujours été très proches. Malgré bien sûr certains conflits qu'on va pas cacher. Rien de mieux que le vivre ensemble. Par la suite, les Égyptiens prendront coup par coup aux Anglais, et c'est ainsi que le 15 janvier 1952, un commando formé par les brigades de libération, dont faisait justement partie Nasser, fera exploser une base militaire anglaise qui était notamment un important dépôt de munitions. Les coups des Anglais et les réponses des Égyptiens continuèrent sans s'arrêter, jusqu'à ce que le 18 juin 1953, l'indépendance de l'Égypte sera déclarée et Naguib sera le premier président égyptien et son vice-premier ministre ne sera autre que Gamal Abdel Nasser. La vision politique de Nasser était de ne pas vendre de rêve au peuple égyptien. Bien qu'il souhaitait le meilleur pour eux et son pays, c'est ainsi que le 20 décembre 1953, il dira lors d'une assemblée d'ouvriers « Nous ne faisons pas de promesses parce que nous ne voulons pas vous tromper. De toute façon, il n'est pas possible d'élever le niveau de vie des ouvriers aujourd'hui. Le seul moyen pour cela, c'est de créer des industries et d'augmenter la production, ce qui prendra un peu de temps. » Après une lutte de pouvoir contre ses anciens associés, dont le président Mohamed Naguib, il prit le contrôle du gouvernement. Un référendum en 1956 permit l'adoption d'une nouvelle constitution, la première de l'ère républicaine, et l'accession de Nasser à la présidence. Le 26 juillet 1956 se passa une chose incroyable de courage et qui démontre à quel point Nasser était un homme avec un grand H. En effet, le dirigeant égyptien ayant obtenu l'indépendance de son pays, souhaitait maintenant obtenir l'indépendance de son pays économiquement et aussi l'indépendance de toutes ses terres en totalité. Ainsi, devant une foule d'Égyptiens réunis à Alexandrie, il prononce un discours retentissant qui affirme la pleine indépendance de l'Égypte par rapport aux puissances occidentales. Il annonce la nationalisation du canal de Suez qui appartenait jusqu'ici à la France et à l'Angleterre. Il refusa même des propositions d'accord avec l'ONU, voulant selon lui enlever des mains égyptiennes le canal de Suez. Pour rappel, le canal de Suez est un canal situé en Égypte, qui permet aux bateaux d'aller d'Europe en Asie, ou inversement sans devoir contourner l'Afrique et sans rupture de charge par voie terrestre entre la Méditerranée et la mer Rouge. C'est un point névralgique du transport en termes d'exportation et d'importation permettant d'optimiser le transport et donc le commerce international. Donc quelques chiffres, écoutez bien l'importance du canal et l'importance aussi économiquement pour le monde mais aussi pour l'Égypte.
Le canal est la troisième source de devises de l'Égypte. 5 milliards de dollars par an, chiffre qui date de 2013, soit 20% du budget de l'État. Un blocage du canal entraînerait des pertes d'environ 7 millions de dollars par jour. En 2015, 17 483 bateaux transportant 999 millions de tonnes, pour pas dire 1 milliard, de marchandises l'ont emprunté, soit 8% du commerce maritime international, et tout ça avant l'arrivée de Nasser était exploité au nez et à la barbe de l'Égypte gratuitement. En naturalisant le canal de Suez qui appartient logiquement à l'Égypte, Gamal Abdel Nasser obtient l'indépendance financière de son pays et rétablit enfin le rapport de force de l'Occident, voulant profiter des richesses et des facilités de l'Afrique sans contrepartie, ce qui n'est pas normal. Mais c'était sans compter sur le président égyptien de l'époque. Il avait compris qu'il n'y a pas de réelle indépendance sans indépendance économique. Respect à lui, car il y en a plus d'un qui ont été exécutés pour moins que ça. Il faut le dire, à l'époque il y avait quand même de vrais hommes parmi les dirigeants africains. En parlant d'exécution, fin octobre 1956, un accord secret est signé entre la France, le Royaume-Uni et Israël. Ils veulent intervenir contre l'Égypte, qui vient de nationaliser le canal de Suez. Ils lancent ainsi l'expédition de Suez, nommée Opération Mousquetaire, contre l'Égypte bien sûr. Cette opération, elle finira par échouer, car l'ONU ainsi que les deux grands, États-Unis et URSS, décideront, donc URSS, la Russie d'aujourd'hui, décideront de ne pas cautionner cette agression franco-britannique. L'URSS ne passera d'ailleurs pas par 4 chemins. Elle lancera, écoutez bien, un ultimatum menaçant de bombarder à la bombe nucléaire la France, Israël et l'Angleterre, s'ils ne cessaient pas cette attaque de suite. Les États-Unis suivront et raisonneront de leur côté leurs amis occidentaux de se retirer sans doute pour élaborer un autre plan plus tard. Les armées franco-israélo-anglaises se retireront donc d'Égypte. Cet accord secret était machiavélique. En effet, le but était qu'Israël attaque premièrement l'Égypte afin de prendre des terres, et notamment le désert du Sinaï où il se trouve beaucoup de pétrole d'ailleurs, et qu'ensuite la France ainsi que l'Angleterre réagissent en soi-disant héros afin de rétablir la paix, en envoyant également leur armée afin de contrôler et d'assurer le transport maritime du canal de Suez de force. Mais heureusement, leur plan a échoué. Retenons cela, car cette histoire nous démontre qu'il y a énormément de traités secrets et de stratégies militaires afin de s'approprier terres et ou richesses. Tout est travaillé, étudié et prévu à l'avance, bien entendu. Suite à cette attaque, coûtant tout de même près de 3000 morts égyptiens et 1000 morts chez les civils, Nasser se rapprochera de l'URSS en concluant plusieurs accords, mais il donne cependant une priorité absolue à l'indépendance de son pays et cherche à tirer profit de différents avantages que peuvent offrir telle ou telle alliance. Il préfère la voie du neutralisme et ne souhaite dépendre d'aucun des deux blocs, soviétiques ou américains. Suite à ce conflit, il forcera les 75 000 juifs égyptiens à devoir quitter le territoire pour devoir s'exiler dans d'autres pays. Il amènera ensuite à son pays une modernité intéressante car 4 femmes feront partie de son gouvernement et surtout, une hausse significative de l'alphabétisation et des emplois se fera ressentir de par sa gestion agressive économique du pays. Le bilan de la santé publique est également un succès, car les médecins qui n'étaient que de 8000 en 1952 seront plus que doublés en 1963, et la gratuité des soins sera appliquée. Il présenta également des réformes pour créer un système d'assurance maladie, de logements sociaux et de formation professionnelle, élargit le canal de Suez, renforcer les droits des femmes et mettre en place une planification familiale. Il tenta aussi de maintenir le contrôle sur la fonction publique du pays pour éviter qu'elle ne devienne hypertrophiée afin qu'elle n'impacte pas et qu'elle ne soit pas un fardeau pour l'économie. De nouvelles lois instaurèrent un salaire minimum également, donc l'équivalent d'un SMIC entre guillemets mais à leur échelle, la gratuité de l'éducation, donc de l'école, et une réduction du temps de travail. Des réformes pour le monde agricole furent lancées pour accroître justement la production agricole et réduire la pauvreté rurale. Joignant les mots aux actes, il dira « La pauvreté n'est pas une honte, l'exploitation d'un peuple en est une ». Dans son assemblée nationale, on dénombrera 350 élus parmi lesquels il y aura, écoutez bien, 114 paysans et 74 ouvriers. Définition parfaite de l'égalité des chances. En 1962, Nasser commencera à investir dans l'armement, ce qui est une des faiblesses égyptiennes, notamment dans les airs, contrairement à son ennemi de toujours, Israël, qui est armé d'une des meilleures armées de l'air grâce à un surarmement financé par l'Occident. Le 8 décembre 1962, il créera l'Union socialiste arabe
Pour un monde arabe fort, c'était un des combats qui lui tenait le plus à cœur. Il avait d'ailleurs aussi créé la République arabe unie, mais ce projet fut un échec puisqu'il sera dissous quelques années plus tard. Il s'élèvera également contre l'isolement des blocs pauvres, contre le racisme également, et effectuera aussi des déplacements notamment au Mali, en Tanzanie ou au Kenya entre autres, où il encourageait l'Afrique libre et indépendante. Le 23 novembre 1964, l'Égypte cherche à s'approvisionner en blé. La Russie n'étant pas en capacité de fournir cela, Nasser se tournera fidèle à son principe de non-alignement et de neutralité vers les USA, qui hésiteront à vendre du blé à l'Égypte, sans doute pour entre guillemets les punir pour ses rapprochements avec l'URSS. Alors en discours à Port Saïd, en Égypte, Nasser lancera un message clair aux USA. Qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Puis il demande à la foule, où ça? Le peuple, ravi de répondre en hurlant, dans la mer. Après quoi, Gamal Abdel Nasser rétorquera, si la Méditerranée n'est pas assez chaude, ils peuvent aller se la faire cuire dans la mer Rouge. Faisant allusion à la naturalisation du canal de Suez, entre autres, pour montrer qu'il n'est dépendant de personne. Franchement, quelle répartie, quel homme, quelle fierté. Quelques années plus tard, Israël envisage une attaque éclair contre l'Égypte et obtient le feu vert de la CIA. Après une information de l'URSS, Nasser apprend qu'Israël prépare une attaque secrète contre l'Égypte dont l'armée n'est pas prête. Et surtout, cette armée est gérée par un certain Amer qui n'est pas très compétent. Cela est indéniable aux yeux de tous en Égypte, enfin dans le gouvernement notamment, et cela irritera plus d'une fois en public Gamal Abdel Nasser qui se plaindra du manque de compétences de justement ce certain Amer, chef des armées. Ainsi, le matin du 5 juin, l'armée de l'air israélienne lança son attaque surprise et détruisit la majeure partie de l'aviation arabe. Avant la fin de la journée, les unités blindées israéliennes avaient déjà percé les défenses égyptiennes et s'étaient emparées de la ville d'El Arish, puis Israël s'empara rapidement du Sinaï et de la bande de Gaza contrôlée par l'Égypte, de la Cisjordanie également occupée par la Jordanie et du Golan appartenant à la Syrie. Le 9 juin, Nasser apparut à la télévision pour informer ses concitoyens de la défaite de leur pays. C'était la guerre de 6 jours. Il annonça également ce jour-là, donc le 9 juin de la même année, sa démission, car il se sentait responsable de cette défaite écrasante et était touché dans sa fierté. Son erreur fut d'avoir nommé Amer à la tête des armées sans réelle compétence. Il céda tous ses pouvoirs au vice-président Zakaria Mohiddin, qui n'avait pas été informé de cette décision. Il refusera logiquement le poste, car cette fonction quand même, elle nécessite des préparatifs et des plans politiques. Cependant, le peuple, conscient de l'homme, là il va se passer quand même quelque chose d'incroyable, donc le peuple conscient de l'homme avec un grand H, qu'ils allaient perdre à la tête du pays, se réunit dans les rues d'Égypte. Des centaines de milliers de partisans se rassemblèrent dans les rues de l'Égypte, mais aussi dans tout le monde arabe, pour manifester leur soutien et refuser sa démission. Le peuple refuse la démission du président. Incroyable, quel honneur. Cela montre clairement le bien qu'il était pour son pays, l'Afrique et le monde arabe. Nasser, touché en plein cœur, revint sur sa décision dès le lendemain. Le 11 juillet, Nasser remplaça le fameux Amer par Mohamed Fawzi, à la tête des forces armées. En protestation, 600 loyalistes d'Amer marchèrent sur le quartier général pour exiger l'annulation de son renvoi. Lorsque Nasser limogea 30 officiers, Amer et ses partisans préparèrent un coup d'État pour le 27 août. Nasser fut informé de leurs préparatifs et de leur activité, et le 24 août 1967, l'ancien chef des armées fut arrêté. Donc Amer fut arrêté, et il se suicidera le 14 septembre de la même année. Après cet épisode douloureux, mais rempli d'amour entre un dirigeant et son peuple, l'industrialisation de l'Égypte fait un énorme bond en avant grâce à une aide de plusieurs millions de livres sterling d'aide afin de pallier aux différentes pertes dues à la guerre de 6 jours et à la prise par Israël du désert du Sinaï pour exploiter et voler le pétrole égyptien. Cette aide, elle vient de qui? De l'URSS. Donc vraiment ça a été un soutien énorme pour à l'époque le monde arabe mais aussi pour l'Égypte. Par la suite, Nasser rompit tout contact avec les USA qui jouaient un double jeu mais qui étaient main dans la main avec Israël dans l'ombre. L'URSS va encore plus loin en envoyant des soldats soviétiques en Égypte afin de soutenir le pays au niveau d'un de ses points faibles, l'armée. En étant autant isolé, il n'est pas facile d'investir dans le pays. Les infrastructures, l'assurance maladie, toutes les réformes pour le bien du peuple, pour la bonne vie du peuple, mais investir aussi dans l'armée, sans l'aide de personne, c'est vraiment un défi quasiment impossible. Donc il ne pouvait pas tout faire, et malheureusement il a préféré
investir dans le pays, dans les infrastructures et dans le peuple, plutôt que dans l'armée, malheureusement, il a eu des défaites, ce qui est logique. Fort du soutien de l'URSS, l'Égypte pouvait enfin être serein face à Israël, qui eux sont suréquipés, je le rappelle encore une fois, par les USA et l'Europe, et notamment la France. En janvier 1968, Nasser, ne souhaitant pas lâcher la Palestine et ne restant jamais sur une défaite, initia la guerre d'usure pour reprendre les territoires occupés par Israël, dans le Sinaï, en lançant des attaques sur les positions israéliennes sur la rive orientale du canal de Suez. Alors bloqué, Israël répliquera et l'ONU exigera un cessez-le-feu et la fin de l'annexion du territoire égyptien par Israël. Ces derniers, pour rien changer bien sûr, refuseront, donc Israël refusera l'ordre de l'ONU, et l'ONU, qu'est-ce qu'ils feront ? Rien. Ils feront rien parce que c'est Israël qui décide. C'est Israël et l'Occident. En mars, il fournit des armes et des financements au Fatah de Yasser Arafat qui organisait avec courage les intifadas et la résistance en Palestine. Il lui conseilla également de réfléchir à une paix avec Israël et à la création d'un État palestinien comprenant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Nasser, ce jour-là, céda ainsi la gestion de la question palestinienne à Arafat en lui apportant bien sûr son soutien. Quelques années plus tard, le 28 septembre 1970, après une crise cardiaque, M. Gamal Abdel Nasser mourra, suite à des problèmes de santé. Ce fut un véritable choc pour l'Égypte et pour tout le monde arabe. Près de 5 millions de personnes participèrent à la procession funèbre au Caire le 1er octobre de la même année, donc 1970. À l'exception du roi Faisal d'Arabie Saoudite, pays qui, comme aujourd'hui, ça va pas changer, a toujours été un pays de collabo. Peut-être pas dans le passé, dans le lointain passé, mais dans l'histoire récente, l'Arabie Saoudite a toujours été un pays collabo qui préférait, et qui préfère encore, l'argent, la notoriété, plutôt que la fierté. Tous les chefs d'État arabes assistèrent aux funérailles. Le roi Hussein de Jordanie, Yasser Arafat de la Palestine, y pleurèrent ouvertement durant la cérémonie, et le président libyen Mouammar Kadhafi, le grand Mouammar Kadhafi, s'évanouira même sous le coup de l'émotion. Quelques dignitaires et étrangers, comme le président du Conseil des ministres de l'URSS ou le premier ministre de l'époque français, Jacques Chaban-Delmas, furent également présents. Presque immédiatement après le début de la procession, les spectateurs se ruèrent littéralement sur le cercueil en chantant « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et Nasser et son bien-aimé, chacun de nous est Nasser ». La police tenta sans succès de calmer la foule et la plupart des dignitaires étrangers furent évacués. Le cercueil fut placé dans la mosquée d'Al-Nasser, qui fut par la suite renommée mosquée Abdel Nasser. Les hommes, les femmes et les enfants pleuraient dans les rues, après avoir appris sa mort. Tout le monde arabe fut en deuil et des millions de personnes descendirent dans les rues. Chapeau à ce grand monsieur qu'était Gamal Abdel Nasser. Son courage, le respect qu'il avait pour son peuple et sa fierté sont des qualités qui nous auraient fait du bien à cette époque-là, en Afrique. Et n'oubliez jamais, pas d'avenir pour un peuple qui délaisse son passé. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, mais aussi à notre page Instagram pour nous soutenir et suivre notre actualité. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire, ça c'est vraiment important pour nous d'échanger avec vous, pour nous dire ce que vous en avez pensé, et si nous avons oublié des choses importantes à vos yeux. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.